Coucou la team! Oh my god, j'espère que vous allez super bien. Attendez, j'ai quelque chose pour vous. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce film mois d'août. Qui je refais? Aujourd'hui, on est là pour parler de tous les films que j'ai vus au mois d'août. On va voir mon Letterboxd, vous savez déjà, bref. Ouh! Donc j'ai vu 8 films au mois d'août. Le premier film que j'ai vu au mois d'août, c'est The Virgin Suicides de Sofia Coppola. Je l'avais déjà vu il y a 3 ans, mais là c'était les 25 ans du film, je crois. Il le repassait au cinéma en version masterisée. Du coup, je suis allée le voir au cinéma et j'ai encore adoré. La première fois que je l'ai vu, j'étais ultra fan. Je sais pas pourquoi, j'avais trop aimé. C'était beau et puis c'était hyper dreamy. J'avais vraiment l'impression de voir les souvenirs de quelqu'un d'autre, littéralement. Genre, je sais pas comment expliquer. Mais là, j'ai encore plus aimé Virgin Suicide, je sais pas. Il y a l'article d'une meuf qui avait dans le magazine de MK2 3 couleurs qui parlait du Virgin Suicide. C'était bien de le revoir pour voir des exemples de ce que la journaliste avait écrit dans son article. En plus, c'était un bel article. J'ai essayé de retrouver son nom à la dame. Bravo à elle. Ça se voit même dans les petits détails que c'est juste la vision que les hommes ont de ces filles-là dont ils avaient rien en fait, ils avaient aucune info, du coup ils ont créé tout cet imaginaire autour d'elle et c'est pas du tout la réalité. Tu te dis à aucun moment la gamine de 14 ans elle va être hyper aguicheuse avec ses bretelles de soutien-gorge et avec son regard, avec ses lèvres et tout. Il y a des plans sur les lèvres, c'est évidemment que on voit les choses telles que ces gamins-là de 14 ans l'ont vu et l'ont vécu avec les gamines. Et même quand ils parlent de, alors j'ai pas le nom du personnage, le beau gosse du lycée, même lui il paraît irréel parce que pour les garçons à cette époque-là au lycée, ils étaient en mode ce mec-là est trop beau, il est au-dessus, c'est la star du lycée. Tout est vraiment vu du point de vue des garçons, même les autres garçons. C'est vraiment le young male gaze, le teenage male gaze, je sais pas. Le fait que ce soit quand même réalisé par une femme, ça tourne le truc presque en ridicule. Parce qu'il y a des trucs, tu te dis, c'est tellement peu probable. Comme le truc de quand le mec rentre dans la salle de bain au début, il y a 20 000 boîtes de tampons dans le placard de la salle de bain. Alors que, bah non, il n'y a pas besoin de 20 000 boîtes de tampons, quoi. Je veux bien qu'il y ait 5 meufs dans cette famille, mais quand même, enfin... un peu de bon sens, je sais pas. Donc voilà, bravo à Sofia Coppola. Et Virgin Suicides, j'ai mis 4 étoiles et demie. Alors que la première fois que je l'avais vu, j'avais mis que 4 étoiles. La première fois, j'avais dit quoi? La première fois que j'avais vu Virgin Suicide, j'avais écrit « Comme dans un rêve, le film est fait de manière à ce que tout paraît irréel. Les sœurs sont mystifiées de par leur beauté, leur isolement et du fait qu'elles soient idolâtrées par les narrateurs. Le film était sympa. » 4 étoiles, sympa. Ça parle d'un sujet grave, mais en étant assez détaché, donc c'est pas trop plombant. Je pense qu'à l'époque, j'étais plus en mode « Ah, c'est un film sur le suicide des filles. » Parce que la scène du suicide collectif à la fin, c'est la scène qui m'avait le plus marqué la première fois que je l'ai vue, alors que là, c'est pas du tout ce qui m'a le plus marqué. Comme quoi, je pense que c'est pas vraiment le plus important. Je pense que c'est le dénouement et on sait que ça arrive dans tous les cas parce que c'est littéralement le titre du film, genre. Mais c'est pas ça qui est le plus important dans le film, je pense. Mais du coup, c'est marrant de voir entre la première fois, c'était ça qui m'avait le plus marqué et la deuxième fois, où c'est pas du tout ça. Le deuxième film que j'ai vu en août, c'est La Nuit du 12 de Dominique Moll. Donc, c'est un film français qui est sorti en 2022. Je l'avais vu parce que c'était genre le dernier jour sur Netflix avant qu'il parte et que j'étais en mode bon, je vais le voir parce que j'en avais entendu parler. J'étais pas hyper concentrée quand j'ai vu le film. Je sais pas, je devais être fatiguée ou je devais juste pas être hyper intéressée. Mais je me suis grave ennuyée quoi. J'ai trouvé qu'il était très lent, très long et je suis désolée hein, mais les acteurs étaient pas dingues, notamment notre grand ami Bastien Bouillon qui a été incroyable dans Partir un jour. Et ben là, je l'ai trouvé hyper mauvais et hyper blend et hyper pas intéressant. En fait, l'histoire est horrible à la base, le film est lent, si en plus vous mettez des acteurs qui sont lents genre et qui sont mauvais, j'ai pas envie de voir ce film, donc je me suis fait trop chier en le voyant. Ça parle d'une fille qui se fait assassiner un soir en rentrant chez elle et il faut trouver son assassin. C'est une équipe de police qui récupère l'enquête et du coup on va suivre le chef de cette équipe là qui va enquêter sur ça et en fait cette enquête là va le hanter parce qu'il arrivera jamais à trouver une solution. Donc, à la fin il y a une réflexion hyper intéressante quand il dit, en fait ce qui me terrifiait dans cette affaire c'est que n'importe lequel des mecs qu'on a soupçonnés, qu'on a interrogés, et ben ça aurait pu être n'importe lequel de ces mecs-là parce qu'ils avaient tous une raison de le faire et comme c'est tous des hommes, ils se sentaient tous légitimes de le faire. C'est bien qu'ils le montrent et qu'ils le disent, mais en même temps, il y a aussi toute cette scène à la fin où il parle avec la nouvelle enquêtrice du bureau de police et où elle est là en mode bah ouais, mais c'est évident et il y a toute une conversation où ils disent ah bah c'est terrifiant quand même que la plupart des gens qui sont tués ce sont des femmes et que la plupart des gens qui enquêtent sur ces meurtres-là ce sont des hommes. Il y a forcément quelque chose qui marche pas parce que il y a qu'une femme pour comprendre une autre femme et pour comprendre ce qu'elle a vécu dans ces peut-être derniers instants et du coup c'est évident qu'il faudrait plus de femmes dans la police déjà pour que ce soit peut-être moins violent et ensuite pour justement mieux comprendre quand c'est des femmes les victimes. Donc c'est très bien de parler de tout ça, c'est une belle conversation et c'est une belle réflexion qu'ils ont. Et en plus c'est un homme qui réalise le film, donc ça fait vraiment purée les guys, j'ai eu une super idée. Et si on mettait des femmes pour enquêter sur des femmes? Frérot, c'est logique en fait, on a tous pensé à ça il y a 1000 ans, donc j'apprécie vraiment le geste, hein, c'est super, mais du coup en voyant le film j'étais juste en mode
no shit, genre sans déconner. Du coup, la réflexion est intéressante, mais le film est franchement long et les acteurs étaient vraiment pas convaincants. Donc voilà, La Nuit du 12, j'ai mis 2 étoiles et demie. Le prochain film, j'étais hyper excitée à l'idée de le voir. J'avais trop hâte parce que la bande-annonce m'avait hype de fou. Genre, ça a l'air génial. C'est le film Les Évanouis en français, Weapons. La bande-annonce que j'avais vue au ciné, j'étais en mode oh my god, c'est un super bon pitch. Ça donne trop envie de savoir ce qui arrivait à ces enfants qui disparaissent tous en même temps à 2h17 du matin. Même quand j'ai raconté le pitch à mon père, il était en mode waouh, j'ai les frissons rien que quand tu m'en parles et tout. L'histoire de base est trop intéressante, mais c'était juste hyper mal fait quoi. Hyper mal exécuté. C'était décevant en fait, tout simplement. J'étais déçue, je m'attendais à tellement plus. Déjà, moi je vais pas souvent voir des films d'horreur au cinéma parce que maintenant ça va mieux, mais il y a vraiment une époque où j'avais très peur des films d'horreur. Donc j'étais comme ça, tu vois, à l'idée que. Mais là en fait, ce qui faisait vraiment peur dans l'histoire finalement c'était que les jump scares et quand il y avait un truc hyper gore. Ils se basaient vraiment sur ces 2 trucs là pour le truc horreur. En soi dans l'ambiance ça faisait pas si peur que ça, donc je sais pas, ils ont dû rater un truc. Leur film. Vu comment c'était dans la bande-annonce, au départ, je pensais que c'était pas quelque chose de surnaturel qui avait enlevé tous ces enfants. Je pensais qu'en fait, à la base, ce serait la prof qui avait parlé de la misère que c'était de vivre dans le monde aujourd'hui et que les enfants, ils se s'étaient tous dit bah venez, on se casse du coup, vu que c'est aussi nul de vivre ici en ce moment. Je pensais que c'était ça et du coup, ça allait être vraiment une réflexion sur la société, ce qu'on inculque à nos enfants qui voient par eux-mêmes tous les jours. Que nenni, c'était une sorcière. En plus, c'était même pas satisfaisant à la fin quand on savait enfin qui avait fait tout ça. C'était même pas satisfaisant en mode putain, c'était ça, ils nous ont bien eu et tout. C'était non, juste en mode ah, ok. Il y avait des trucs de mise en scène intéressants qui essayaient vraiment de nous mettre dans la peau, notamment du daron qui veut absolument retrouver son fils à la toute fin quand il cherche dans tous les enfants là. Il y a un moustique. Bah, des processus où tu passes vraiment d'un visage à l'autre et ensuite tu passes au sien et ça se perd un peu dans les visages de tout le monde. En mode le daron est perdu sans son fils, ça c'est clair et net. Mais enfin, donc Weapons, juste décevant en fait, malheureusement. J'ai mis 2 étoiles. Ensuite, on est allé voir Y a-t-il un flic pour sauver le monde ? Je crois que ça s'appelle comme ça en français. The Naked Gun. En anglais. Moi, j'avais pas du tout vu les autres, les premiers des années, je sais pas combien, à l'époque, où c'est y a-t-il un flic pour sauver le président, je crois, et tout ça, j'avais pas du tout vu, du coup, j'ai pas la ref spécialement de ce type de film-là. Par contre, j'ai la ref des films d'action, mais ta mère là! Bon, je le crame la prochaine fois. J'ai la rêve des films d'action et des films d'espionnage et d'enquête et tout ça. C'est vraiment une parodie de ces films-là, mais c'est marrant. C'est-à-dire qu'il y a plein de trucs où t'es en mode ah, bah évidemment je vois, j'ai la rêve, il y a mon nez. Je sais plus quelle scène c'était, oh my god, j'aurais dû le noter. Mais c'était purement une scène de Mission Impossible, genre exactement la même. Et c'était hyper marrant du coup, parce que tu dis bah il se moque juste. Donc après, il y a des blagues où tu te dis pas marrant. Des blagues où tu dis ah limite. Mais en fait, il pousse toutes les blagues à fond. Il les assume toutes en fait. Jusqu'au bout, il les assume toutes. Et pour ça, je leur dis bravo. Il y en a qui tombent un peu à plat, où ça fait pas rire, où t'es en mode nul. Il y en a qui sont hyper marrants. Celle où il y a toujours quelqu'un pour lui tendre un café, par exemple. Il y a des fois où c'est marrant, et des fois, genre, il est en train de conduire une voiture, je crois, et on lui tend par la fenêtre alors qu'il conduit hyper vite. Je suis un peu en mode c'est absurde en fait. Ça fait pas forcément rire, mais tu te dis rigolo. Donc voilà, ils ont vraiment mis toutes les blagues à fond et pour ça je les respecte énormément. Ensuite, l'histoire est vraiment basique de base quoi. Ils ont vraiment pris n'importe quelle histoire de film d'action et ils l'ont fait là pour dire à quel point les films d'action c'est hyper générique en fait. Parce qu'en plus le plot c'est vraiment le même que Kingsman 1. Donc voilà, ils se moquent aussi de Kingsman, ils se moquent de Mission Impossible, ils se moquent de James Bond. J'ai pas vu les Jason Bourne mais ils doivent se moquer des Jason Bourne. Ils se moquent je pense de vraiment tout le monde. Et c'est très marrant, hein. Ça, pour le coup, j'ai rigolé enfin, du début à la fin, mais j'ai rigolé très souvent. Ça m'a fait beaucoup rire. J'ai jamais vu Liam Neeson dans un rôle comique. Après, j'ai pas vu beaucoup de films de Liam Neeson non plus. Hein. Pamela Anderson est trop marrante, genre. Et plus, le fait que sur le tournage, ils soient tombés amoureux, Pamela Anderson et Liam Neeson, et maintenant ils sortent ensemble. C'est trop mimi, genre. Juste pour ça, le film a bien fait d'être là. Mais en fait, premier degré, c'était sympa à voir. J'ai passé un bon moment, mais c'est hyper oubliable. J'ai mis 3 étoiles. Parce que c'est sympa, mais voilà, c'est pas révolutionnaire. Ensuite, j'ai vu Nouvelle Vague. C'est un film qui était au Festival de Cannes, qui raconte l'histoire de Godard quand il est en train de réaliser À bout de souffle. On l'a vu parce que Utopia à Avignon faisait une avant-première en présence de l'acteur principal qui joue Godard, qui s'appelle Guillaume Marbeck, qui apparemment est avignonnais en plus, donc Avignon. Putain pète les couilles. Et c'est assez marrant parce que c'est censé être tourné dans le style de La Nouvelle Vague aussi.
Du coup, ça fait que c'est en noir et blanc, c'est en format carré. C'est censé être très... Tu le filmes comme c'est, sans trop réfléchir. Mais en fait, pour faire un film dans le style de la Nouvelle Vague, qui parle du tournage d'un film de la Nouvelle Vague, en fait, il faut que ce soit hyper millimétré. Du coup, ça fait que sur le tournage, les acteurs et tout doivent être hyper précis sur ce qu'ils disent pour faire genre qui disent quelque chose d'hyper lambda sans trop réfléchir sur le tournage où ils filment quelque chose sans trop réfléchir. C'est un Inception de dingue, de déglingo, c'est assez marrant. Moi, je n'avais pas vu À bout de souffle avant de voir ce film. D'ailleurs, j'ai toujours pas vu À bout de souffle. Il faudrait que... En fait, c'était pas tant dérangeant que ça, parce que je pense que si tu as vu À bout de souffle, t'as toutes les rêves, tu te dis putain, ils ont filmé ça comme ça, ok, il y a ci, il y a ça, il y a blablabla. Mais le fait de pas l'avoir vu, c'est pas dérangeant, parce que ça te raconte juste comment ils tournent un film. Tu apprends à connaître un personnage qui est Jean-Luc Godard, qui est quand même très particulier, c'est un sacré personnage, et de voir comment il est, vraiment, tu te dis, mais oh my god, je plains premier degré le producteur et les gens qui... Enfin, surtout le producteur, parce que les gens qui travaillaient avec lui avaient pas l'air de beaucoup s'en faire, mais par rapport au tournage de maintenant, où si tu as 10 minutes de retard, ça commence à être la fin du monde, ils appellent la prod, ils cherchent comment remplacer ça, comment gagner du temps ailleurs, blablabla. Là, comment lui, le mec, il est arrivé, il était en mode, non, aujourd'hui on filme pas, bye bye. Aujourd'hui, mais il pèterait un câble tout le temps. Les régisseurs, ils pèteraient un câble, la production, ils pèteraient un câble, l'équipe de l'image, ils pèteraient un câble. Tout le monde serait en train de péter son câble si c'était Jean-Luc Godard, un réalisateur, aujourd'hui. Mais premier degré, ça avait l'air super en fait de tourner sur le film de Godard parce que c'était hyper chill. Tout le monde était là en mode, bon, c'est tranquille, nanana. Et ils ont quand même réussi à faire un chef-d'œuvre, quelque chose qui a révolutionné le cinéma et qui est toujours considéré comme un des films les plus importants jamais tournés. Donc j'ai pas vu, hein. Ça se trouve, c'est pourrave. Je pense pas. Pour être honnête, je ne pense pas que À bout de souffle soit pourrave. Ce qui est assez bluffant aussi dans ce film, c'est qu'ils ont vraiment casté des acteurs qui sont censés ressembler comme deux gouttes d'eau aux acteurs et aux personnages présent dans la production de ce film. Godard, c'est pas celui qui ressemble le plus. Ils l'ont vraiment pris parce qu'il a fait un taf sur la voix qui est apparemment assez impressionnant. Et d'ailleurs, c'était marrant parce que du coup, il y avait des questions-réponses avec l'acteur à la fin de l'avant-première. Il disait que lui, à force de bosser les interviews de Godard et sa voix et tout, il avait commencé à comprendre un peu comment le mec réfléchissait, comment il pensait. Du coup, il se vantait un peu de pouvoir dire qu'il pouvait répondre à la place de Godard. Apparemment, il a vraiment fait un gros taf de se mettre à la place de Godard sous tous les aspects, quoi. Du coup, bravo à lui. Et après, il y a d'autres acteurs qui ont été trouvés du coup pour faire les autres personnes. Et surtout, François Truffaut. Oh, c'est impressionnant comment l'acteur de François Truffaut ressemble à François Truffaut. Je vais essayer de trouver son blaze parce que, my god, même moi qui connais pas de fou la Nouvelle Vague, quand j'ai vu François Truffaut à l'écran, je savais que c'est lui, quoi. À chaque fois que ils introduisent un nouveau personnage, t'as un plan sur lui qui regarde la caméra juste comme ça, avec en dessous écrit « Je suis telle personne », en mode « Bah moi c'est Claude Chabrol par exemple ». C'était pratique parce que moi je connaissais vraiment pas tout le monde, quoi. L'acteur de François Truffaut, c'est Adrien Rouillard. Et c'est assez impressionnant comment il lui ressemble de fou. Et finalement, celle qui apparemment ressemblait le moins, c'était celle qui jouait Jean Seberg, donc Zoé Deutsch. Alors que les autres, c'est presque tous des inconnus en quelque sorte, pour qu'on ait vraiment l'impression de voir ces gens-là à l'écran. Que Zoé Deutsch, moi j'avais juste l'impression de voir Zoé Deutsch. D'ailleurs, Zoé Deutsch parle en français dans le film du coup parce que ça se passe en France et tout, mais en fait il y a des moments où elle parlait des longues phrases et on comprenait vraiment pas, donc ils voulaient pas mettre de sous-titres pour vraiment garder le truc français et tout, mais des fois il fallait peut-être mettre des sous-titres parce que j'avoue que je comprenais pas tout, donc c'est pas grave, on comprenait quand même la situation parce que évidemment, mais des fois c'était un peu bête. Le film était vraiment très marrant, je me suis pas ennuyée du tout et j'avais peur de pas avoir les refs de part de pas avoir vu À bout de souffle ou même très peu de films de la Nouvelle Vague, et en fait non, pas du tout. Il y a même des fois quand j'avais des refs j'étais en mode oh my god, je suis tellement cinéphile, alors que bah pas tant que ça, j'ai pas vu À bout de souffle par exemple. Oh my god, fake cinéphile again, la honte. Nouvelle Vague, j'ai mis 3 étoiles et demie parce que je pense que j'aurais plus aimé encore si j'avais vu À bout de souffle. Mon frère qui a vu, il a mis 4 étoiles, donc peut-être que j'aurais mis aussi 4 étoiles, mais là 3 et demi je trouve que c'est bien, je me suis régalée, en vrai de vrai. Prochain film que j'ai vu, c'est Valeurs sentimentales de Joachim Trier. C'est un mec qui est norvégien, et moi j'adore la Norvège. J'ai vécu en Norvège pendant 6 mois pour un Erasmus et c'était incroyable, c'était trop génial. Partez en Erasmus si vous avez la chance. Et du coup, juste ça fait que je suis hyper rattachée à la Norvège. Déjà quand j'étais en Norvège, il y a ma coloc norvégienne du coup qui m'avait dit il faut absolument que tu vois Julie en 12 chapitres. C'est d'un réalisateur norvégien, ça a été primé partout et c'est super. Moi j'étais en mode oui j'ai vu, bon, c'était génial. J'ai bien fait d'écouter Ingrid. Je pense à toi Ingrid. Et du coup là sort un autre film de Joachim Trier. Ma mère et mon frère sont allés le voir sans moi. Trahison, du coup je suis allée le voir toute seule, après c'est pas grave. C'était un peu lent à mon goût, je pense que je suis pas le public qui est le plus à même d'aimer ce genre de film parce que c'est quand même lent, c'est quand même beaucoup d'introspection sur les relations, sur soi-même, sur blablabla. Moi ça m'ennuie un peu les films comme ça, mais franchement je me suis pas ennuyée, j'aurais pu m'ennuyer beaucoup plus. Ce que j'ai préféré dans le film, c'est la séquence d'introduction où c'est le poème que Nora a écrit quand elle était petite, qui parle de comment la maison a ressenti cette famille qui vit dans elle en quelque sorte. Et j'ai adoré cette séquence là parce que c'était hyper bien filmé, tu filmais
c'est vraiment la maison, le personnage principal de cette séquence. Et moi j'adore quand les films commencent par des séquences qui pourraient être des courts-métrages à elles toutes seules. C'est un truc que j'en parle beaucoup de ces films décidément. La saga 28 jours fait beaucoup, je trouve. Pas forcément le 1, mais 28 semaines plus tard, la première séquence, ça pourrait être un court-métrage à elle toute seule. Et là, encore une fois, cette séquence-là de sur la maison avec un poème en fond, ça pourrait être un court-métrage à elle toute seule et ça fonctionnerait super bien. Et du coup, ça complimente vraiment le reste du film parce que vu que le film tourne autour quand même de cet espace-là qui est la maison, on comprend mieux la maison grâce à cette première séquence. Ils l'ont refait à un autre moment dans le film, une séquence spécialisée sur la maison, mais sur son histoire cette fois-ci, pas sur comment elle vit avec la famille avec elle, à l'intérieur d'elle, mais c'est sur comment cette maison a traversé les âges. Et encore une fois, c'était ma deuxième séquence préférée parce que c'est vraiment réfléchi pour qu'on voit la maison et pas les gens qui vivent à l'intérieur. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant et c'était très très beau. Donc c'est mes deux séquences préférées, c'est quand ils parlent de la maison vraiment haut la main. Du coup que ça j'ai adoré et que j'ai trouvé ça super. Le reste du film j'étais un peu en mode bon, j'ai pas trouvé ça nul, mais c'était bien moins intéressant d'un coup, quoi. Ils ont fait un truc tellement bien, c'était dur de garder la barre aussi haute. Ensuite, pour rester dans la mise en scène, je crois qu'il n'y a pas un seul plan sur Nora qui est stable. Quand il y a Nora seule à l'écran, la caméra est forcément à l'épaule, est forcément en train de bouger, et forcément parce que la meuf est juste pas stable, quoi. Enfin, je force à elle. C'est pas le point de mise en scène le plus réfléchi, mais ça marche quand même de fou, vu que la meuf est dépressive à mort. Mais j'ai pas trouvé que Elle Fanning soit particulièrement très intéressante dans ce film. C'est censé être un peu la tête d'affiche avec Stellan Skarsgård, évidemment. Mais je l'ai pas trouvé très intéressante. Après, son personnage était un peu boring pour sa défense, du coup, c'était un peu dur de faire un truc intéressant. La scène où, par contre, elle dit un monologue dans le film pour s'entraîner face à Stellan Skarsgård, là, c'était hyper bien, quand juste c'était un plan d'elle et on zoome petit à petit sur elle. Ça, c'était très beau et elle était vraiment très forte. Mais le reste du temps, c'était hyper boring. Donc je pense que c'était un peu dur de trouver le juste milieu entre jouer son personnage et jouer le personnage que son personnage veut jouer. 2 fois dans le film ils ont fait le coup de regardez c'est vraiment comme ça qu'elle est l'actrice, elle est en train de chialer et en fait elle jouait dans le film. Ils ont fait ça une fois quand elle revient d'avoir parlé avec son père sûrement et qu'elle commence à s'effondrer en fermant la porte, s'effondrer sur son lit. Ah boum, turns out c'était juste elle qui s'entraînait au théâtre. Mais en fait ça se voyait, à la luminosité ça se voyait, donc je me suis pas laissée avoir. Et la deuxième fois, c'est à la toute fin, quand il tourne le film et qu'il n'y a aucun indice au début. Mais en fait, tu vois les fonds bleus dans les fenêtres et du coup, c'est là que t'as la puce à l'oreille et tout. Mais bref, je me laisse pas avoir en fait. Ça se voit, je sais très bien comment ça fonctionne. Vous m'aurez pas. Mais en même temps, ça prouve qu'elle va pas bien parce que, en fait, ce qu'elle joue face à d'autres personnes, c'est comment elle se ressent à l'intérieur quand personne regarde. Donc finalement, voilà. C'est vrai que la relation entre les deux sœurs était très mimi, surtout la dernière scène où elles sont toutes les deux, où elle lui dit mais si, lis le scénario parce que même si papa était pas là, c'est comme s'il était là parce qu'il a tout compris comment toi tu te ressens. Ça c'était une très belle dernière scène, je trouve ça très émouvant. Renate, l'actrice principale, elle est toujours très forte. C'est très brut comment elle joue, c'est vraiment, ça paraît très réel. Y a pas de truc en plus où tu te dis un peu ah elle fait ça pour le cinéma, on dirait juste qu'elle est comme ça vraiment. Donc je trouve que Renate est très impressionnante. Aussi, ils ont fait tout un plan avec son boyfriend du théâtre, mais j'ai l'impression qu'ils l'ont pas poussé à fond, donc j'ai pas trop vu l'intérêt. Je pense que c'est juste pour lui donner une autre raison de se tuer, mais vu que c'était pas vraiment fini à la fin, enfin j'ai pas trop compris comment ils l'ont traité ce sujet-là, donc soit, mais j'ai pas trouvé ça dingue. Donc voilà, je pense que je suis pas le public fait pour ça, mais que j'arrive à reconnaître que c'est quand même un bon film. J'ai mis quand même 3 étoiles et demie. Le prochain film c'est Bones and All de Luca Guadagnino. J'ai vu beaucoup de films de Guadagnino, mais celui-là je l'avais pas vu parce que, bien que ce soit un film avec Timothée Chalamet, ma grand-mère ne voulait pas m'accompagner pour le voir cette fois parce qu'elle savait que ça allait être hyper gore. Du coup je suis pas allée le voir en fait. J'ai raté le coche, je sais pas où j'étais. Bah j'ai trouvé ça très cool. Déjà c'est un film de Guadagnino, du coup c'est forcément très joli parce que je sais pas comment il fait. Il est fort, il fait des choses beaux, des choses belles. Il fait de belles choses. Au tout début du film, j'ai regardé avec mon frère. Au tout début du film, on était très confus sur ce que les lettres en blanc voulaient dire. Parce qu'au départ, on s'est dit, ah bah c'est le raccourci des États américains. Mais en fait, au bout d'un moment, il y a May qui arrive en gros. Et du coup, on se dit, ah merde, donc est-ce que c'était que des mois en fait depuis le début? Mais c'est pas possible. Il y avait genre VE ou je sais pas quoi. Plus tard, on voit qu'il y a écrit July. On était en mode, ok, c'est sûr, il y a et les mois et les États américains. Mais du coup, on était un peu confus parce qu'on était en mode, la team, les deux sont écrits avec la même typo, avec la même couleur, exactement de la même manière. Du coup, on était un peu, c'était un peu confus de savoir de quoi on parlait. Après peut-être que c'est pour montrer que Maren, le personnage principal, est perdue elle aussi. Elle est perdue chronologiquement vu qu'elle se rappelle pas de son passé et géographiquement parce qu'elle sait pas trop où elle est. Peut-être c'est pour mettre le spectateur dans cette idée de confusion là aussi, mais pas trouvé ça très intéressant si c'est le cas et sinon j'ai juste trouvé ça hyper confus. Mon plus gros problème avec ce film je pense c'est que j'aime pas les relations amoureuses où c'est bah on sort ensemble parce qu'il y a que toi. Je trouve ça hyper boring. C'est trop chiant quoi, il y a que toi, bah ok. Du coup, il y a aucun truc où tu te dis oh my god, ils sont faits pour être ensemble, c'est sûr, ils sont amoureux. Du coup, ça fait que
t'es pas trop pour cette relation parce que tu te dis pas j'ai envie que ça se passe bien entre eux. T'as pas vu d'évolution pour qu'ils soient ensemble. Donc ils vont très bien ensemble en soi, c'est super, ils se sont bien trouvés. Je le vois le moustique, attendez. Oh, je l'ai eu. Voilà. Cher, comme on dit chez moi. Ensuite, évidemment, le vampirisme de ce film, c'est une métaphore pour parler d'homosexualité. Ça, c'est assez flagrant dès le début et tout. Mais finalement, c'est assez classique comme idée, parce que le vampirisme, ça a toujours été une manière de métaphoriser les relations entre les gens. C'est pas hyper original comme idée, mais ça fonctionne bien. Mais dans ce cas-là, ça, c'est un point que mon frère il a relevé, c'est si c'est vraiment un truc pour parler d'homosexualité, pourquoi il n'y a pas des vampires qui sont enfantés par des gens pas du tout vampires? Parce que pas tous les gens qui sont homosexuels ont des parents homosexuels. Ça aurait pu être montré ou insinué, mais apparemment tous les gens qui ont le gène vampire, il y a un de leurs parents qui l'ont eu aussi, donc je sais pas, à moins que tout le monde soit homosexuel. Taylor Russell est super forte. Je l'avais jamais vue vraiment jouer dans un film, je crois. Je savais qu'elle existait, mais j'avais jamais vu un film d'elle. Timothée Chalamet, je suis toujours contente de le voir en quelque sorte. J'ai l'impression que c'est un peu un cousin que je vois pas souvent et que je suis en mode ah, t'es là toi. Je me trouvais qu'il était particulièrement convaincant dans ce film. Il était pas mauvais, hein, mais j'ai pas trouvé qu'il soit là en mode oh my god, c'était vraiment lui. Il est meilleur ailleurs, je pense. Mais là, il fonctionne très bien aussi, y a pas de problème. Et oui, vraiment, il y a toute une scène où ils font un road trip dans les États-Unis à la fin et ils traversent du coup des contrées vides de nature magnifique et tu te dis vraiment c'est trop bête. Les Américains ne méritent pas la beauté de la terre des États-Unis. Bones and All, j'ai mis 4 étoiles. Peut-être que 3 étoiles et demie, ça suffirait. Mais dans le feu de l'action, j'ai mis 4 étoiles. On va essayer de speedrun un peu le truc parce que ma caméra s'est encore éteinte et elle a plus beaucoup de batterie et c'est un bordel monstre, donc on speedrun. Ensuite, j'ai vu Alpha, qui a été primé à Cannes et tout, il me semble. J'avais jamais vu de film de Julia Ducournau. J'ai très envie de voir Grave, pas forcément envie de voir Titane, je sais pas trop si ça vaut le coup, dites-moi. Alpha, c'est très joli, il y a un big travail de colorimétrie. Déjà, bon, ça, il y a que moi qui ai trouvé apparemment parce que ma mère et mon frère ont pas trouvé, mais j'ai l'impression que le personnage d'Alpha est tout le temps grise, alors que tout le monde autour d'elle est beaucoup plus coloré, genre soit plus orange, soit plus jaune, mais elle est toujours grise. Je suis quand même un gros débile parce que j'ai compris aux 3/4 du film qu'il y avait 2 timelines en fait. Une quand elle a 5 ans et qu'elle voit son oncle pour la première fois, et une à 13 ans, donc celle qu'on voit le plus, où elle pense qu'elle est malade et tout. J'ai pas vu avec la colorimétrie, j'ai pas vu avec les coiffures, donc ça fait que j'ai quand même pas compris toute la première moitié du film. Donc j'aimerais bien revoir le film, au moins la première moitié, pour essayer de capter ce qui se passe en fait. Par pitié. C'est assez logique que son oncle, quand elle le voit à 13 ans, c'est la représentation qu'elle se fait de la maladie. On sait pas trop si elle est malade ou pas vraiment, mais finalement c'est pas trop la question du film, donc on s'en fiche un peu. J'ai juste pas compris ce que ça voulait dire quand il y a beaucoup de vent d'un coup et qu'elle se met à paniquer toute seule. Je sais pas, c'est juste la crise d'ado. Tahar Rahim est hyper impressionnant dans ce rôle. Je sais pas s'il y a beaucoup de VFX qui ont été rajoutés ou si c'est juste son corps premier degré qui est squelettique comme ça, mais c'est hyper impressionnant. Notamment la scène dans la boîte de nuit où d'un coup il commence à se figer et qu'il y a ça là de sa gorge qui est hyper gros et hyper défini. Enfin, je sais pas combien de kilos il a perdu pour faire ce rôle-là, mais il est impressionnant. Il a une contrôle de son corps qui est ouf, même quand il commence à se tordre, qu'on voit tous ses muscles dans le dos, c'est limite terrifiant tellement c'est bien fait, genre. Il est hyper fort dans ce rôle-là et c'est lui qui crève l'écran, clairement. La petite Mélissa, je crois qu'elle s'appelle, elle est pas mauvaise, franchement, elle fait bien le travail et tout. C'est assez juvénile, forcément. Il y a plein de trucs très jeunes, mais ça fonctionne bien dans le film, vu que le personnage est comme ça aussi. La mère est vraiment forte aussi. J'ai oublié son nom à l'actrice. Il me semble que c'est la même actrice qui joue dans les livres de Téhéran ou Lolita à Téhéran, quelque chose comme ça. Il me semble que c'est elle. Mais du coup, j'étais étonnée de la voir là. Il y a aussi Emma Mackey, donc Maeve de Sex Education. Alors déjà, c'est hilarant parce que nous, elle arrive à l'écran avec mon frère, on se regarde en mode ah c'est elle. À la fin du film, ma mère qui fait ah mais c'est hilarant. Ensuite il y a toute la scène où elle refait la soirée de quand elle avait 5 ans avec son oncle. Je me posais la question de est-ce que elle fait vraiment ce pèlerinage là où elle va aux mêmes endroits. Attention spoiler, je sais pas si elle le fait mais sans son oncle parce que du coup son oncle est mort dans la première timeline où elle avait 5 ans, ou si elle n'est jamais vraiment sortie de chez elle et que c'est tout dans sa tête et qu'elle est juste en pleine hallucination, parce qu'il y a la scène du bus où quand elle rentre dans le bus on voit son oncle et elle quand elle avait 5 ans dans le bus aussi. En plus elle dit je sais même pas où il va ce bus et tout, comment elle aurait retrouvé son chemin, donc je sais pas trop si elle l'a vraiment vécu cette soirée là ou pas. D'ailleurs le bus il a pas de numéro écrit, il y a juste un A, et du coup vu que c'est à la fin du film je me sentais un peu con, mais j'étais en mode est-ce que en fait dans tout le long du film il y avait plein de moments où il y avait juste une lettre A cachée partout,
tout. Mais j'ai pas pensé à regarder avant parce que j'y ai pensé qu'à la fin, quoi. Vu qu'elle a un tatouage avec écrit A. Donc peut-être qu'il y a des A dissimulés un peu partout, ce qui serait rigolo. Un peu une chasse au trésor. La façon dont est montrée la maladie dans ce film, c'est probablement une des plus belles façons de symboliser la maladie que j'ai vue au cinéma, quoi. C'est hyper beau, quoi, de se transformer en marbre comme ça, je trouve ça... C'est très très joli. En plus, vu que c'est un peu de la pierre et que tu peux plus bouger, ça montre un peu l'enfermement que des gens peuvent ressentir dans leur propre corps, en fait, avec cette maladie-là. Ensuite, la maladie en soi, il y a pas vraiment de nom à cette maladie, il me semble, c'est juste le virus. Je pense que c'est clairement une métaphore du sida, mais en même temps, ça peut faire un peu métaphore de la drogue. Mais comme il n'y a pas vraiment de prise de position claire ou quoi, c'est assez confus. Parce qu'en plus, ma mère, elle avait vu que c'était aussi un truc de représentation du Covid. J'ai pas du tout trouvé que ça ressemblait au Covid, quoi. Mais je trouvais que là, ça faisait vraiment plus comme on nous raconte l'épidémie du sida dans les années 80, plus que l'épidémie du Covid. Alpha, j'ai bien aimé. Je pensais que ce serait un peu plus dégueu que ça, mais en fait, c'était pas du tout dégueu ou terrifiant ou quoi. C'était juste bien. Alpha, j'ai mis 3 étoiles et demie. Le dernier film que j'ai vu au mois d'août, c'est The Ugly Stepsister. Donc c'est un film suédois qui raconte l'histoire de Cendrillon un petit peu, mais vu du coup par sa belle-sœur qui est moche. No offense, hein, c'est juste comme ça que c'est dans l'histoire. C'est un truc de body horror un peu, donc évidemment j'allais forcément le comparer à The Substance. C'est hyper bien filmé le body horror dans ce film-là, et c'est très différent de The Substance en fait. C'est la belle-sœur de Cendrillon qui va faire plein d'opérations esthétiques pour se rendre plus belle, pour pouvoir être choisie par le prince à la fin de l'année pour devenir sa femme. C'est un peu un savant fou, le chirurgien esthétique, il est trop marrant, en plus il est censé être français je crois, enfin bref c'est hyper marrant, et à un moment donné il va coudre sur les paupières directement de la dame des fossiles, et du coup ça plante vraiment, et en fait la scène est longue quoi, tu vois souvent l'aiguille transpercer la paupière et c'est hyper bien filmé, on dirait vraiment que t'es dans l'œil quand il lui coud les cils, ça c'est très très bien fait, donc le body horror c'est très bien filmé. Le truc c'est que je trouve qu'elle crie beaucoup dans ce film, genre de douleur et tout ça, et bizarrement moi ça m'a un peu détachée du coup de cette douleur là, parce que vu qu'elle criait, c'était elle qui faisait ressortir cette douleur, donc c'était vraiment sa douleur à elle, ça faisait moins c'est votre douleur à vous aussi quoi. Donc voilà, je préférerais qu'elle crie un peu moins. Ça fait mal aux oreilles des gens qui crient, j'avais jamais fait gaffe, mais c'est horrible. Après, c'est du body horror, mais c'est quand même vachement du verre horreur. Parce qu'il y avait des vers de partout. Que ce soit dans la nourriture, dans la chair du daron qui est en train de se décomposer dans la pièce d'à côté, et surtout son putain de ver solitaire. Horrible. J'ai un peu la phobie de tous les invertébrés, donc les vers j'aime pas du tout. La scène à la fin, quand elle se débarrasse de son ver solitaire, qu'elle le vomit, oh my god, vraiment horrible. J'ai premier degré eu un relent ignoble. Le truc est immense, oh là là. Vraiment c'est ignoble, premier degré ignoble, très très bien joué, hyper bien fait pour le coup, ça c'était horrible. Elle pouvait pas crier du coup vu qu'il y a pas d'air qui sort quand t'as un truc qui sort de ta bouche, beaucoup plus terrifiant tu vois, il y a pas de cri, beaucoup plus horrible. Horrible. Le body horror, c'est un peu dégueu, je me sens un peu en mode wouh, mais vraiment le ver de terre, enfin le ver solitaire, on passe à autre chose. La mise en scène était très fun. Ça m'a limite fait penser un peu à Sofia Coppola, dans le sens où... Bon, j'ai pas vu Marie-Antoinette, mais je suppose que ce serait un peu dans cette même veine-là, royale et tutti quanti. Si Sofia Coppola faisait du body horror, je pense que ça ressemblerait à ça, dans le sens où c'est très propre. Y a pas à m'attaquer comme ça, genre. C'est du body horror, il y a du sang partout, donc c'est forcément pas propre, mais c'est beau, c'est clean, c'est très organisé, mais en même temps c'est un peu girly. Il y a aussi, même dans la colorimétrie et le montage, il y a ce côté laiteux et ralenti et dreamy un peu, et en mode on est dans un rêve. Et en même temps c'est un conte de Cendrillon à la base, donc c'est censé ressembler un peu à un rêve. Et ce que j'ai préféré moi, c'est le générique du début, où c'est un travelling de la table à manger et où tu passes entre la montagne de nourriture et il y a des vers aussi dans la nourriture donc dégueu, et il y a le daron qui est mort au milieu, ça c'est trop marrant. Ce générique là il est très simple parce que c'est juste un travelling, mais ça montre un peu tout ce qui peut se passer dans le film, c'est un peu montré dans ce générique là au début. J'adore les génériques comme ça qui montrent un peu le film subtilement, je trouve ça super. Je suis dans le truc parce que ma caméra va s'éteindre. C'est une critique évidente de la chirurgie esthétique et du fait de vouloir se changer le corps pour plaire aux hommes et à la société, alors qu'en plus ces hommes sont nuls et ils font aucun putain d'effort, ça se voit aussi dans le film. Enfin bref, c'est pour à mort. Donc arrêtez de vous changer le corps pour les hommes, c'est une critique forcément de ça. Aussi le truc le plus hilarant du film, c'est que le film il est en suédois et à la fin du film, il y a écrit fin, en gros un peu comme dans les contes de fées, mais sauf que là vu que c'est en suédois, il y a écrit slut, littéralement, avec 2 T au lieu d'un. Et c'est hyper marrant, parce que dans le film, il slut-shame de fou Cendrillon, parce que elle couche avec un homme. Oh my god, la folle. En même temps, la stepsister, elle a un peu envie d'être désirée par les hommes aussi, comme toutes les autres jeunes filles, et du coup, on dirait que le film appelle toutes les filles des sluts, et c'est un peu hilarant. On a éclaté de rire avec mon frère, c'était juste après la scène dégueu du ver de solitaire, et on a éclaté de rire avec mon frère dans la salle, c'était trop marrant. Ugly Stepsister, j'ai mis 3 étoiles et demie, je crois. C'était
très sympa, un peu dégueu mais très sympa. Donc voilà, c'était tous les films que j'ai vus au mois d'août. Gros bisous à vous, on se voit le mois prochain ou avant ou après ou on verra bien. Désolée pour cette fin horrible. Bisous.